Mais pourquoi c'est si important pour toi de dire aux gens, entre autres, qu'on peut faire confiance à notre cœur et qu'il y a toujours des possibilités de transformation? Parce que c'est la réalité en fait, déjà, c'est la vérité, on peut toujours se transformer. Moi, j'aime pas du tout l'expression: «Mais les gens ils changent pas, on peut pas changer» parce que c'est faux et j'aime bien passer par les neurosciences parce qu'à travers les neurosciences, c'est une capacité de notre cerveau qui est la plasticité qui permet justement cette plasticité, elle nous permet en tant qu'être humain de toujours nous adapter et c'est grâce à cette adaptation qu'on peut changer les choses. Donc c'est vraiment important d'y croire et de penser qu'on n'est pas figé et qu'on peut mettre en place certaines choses. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Est-ce que parfois tu doutes de ta capacité à te transformer? Est-ce que parfois tu doutes que oui, c'est possible d'aller vers un nouveau chemin, peu importe notre âge, peu importe notre forme physique, peu importe ce qui s'est produit dans notre vie? Si tu doutes encore, je te dis que j'ai l'émission pour toi. Aujourd'hui, tu vas avoir la capacité de voir tout ceci complètement autrement. Stéphanie Bourgeon, consultante en neurosciences émotionnelles, es-tu prête à impacter le monde? Totalement Karine, je te remercie. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? Alors impacter le monde, je pense qu'en premier, c'est déjà d'impacter son propre monde pour pouvoir après, avoir une autre relation aux autres et d'apporter sa petite touche, sa petite pierre et des oui, c'est ça, des petites pierres, des petits cailloux qu'on peut mettre sur le chemin et que certaines personnes peuvent suivre ou pas. Libre Ouais. à elles après. Je Voilà. t'ai présenté avec le titre, puis on s'en est parlé juste avant, Oui. le titre, le fameux titre dans lequel on se met parfois, dans une boîte, consultante en neurosciences émotionnelles. Je sais que tu es beaucoup plus que ça. Tu as tout un bagage exceptionnel et on va pouvoir, en parler tout au long de cette émission. Mais pourquoi c'est si important pour toi de dire aux gens, entre autres, qu'on peut faire confiance à notre cœur et qu'il y a toujours des possibilités de transformation? Parce que c'est la réalité en fait, déjà, c'est la vérité, on peut toujours se transformer. Moi, j'aime pas du tout l'expression: «Mais les gens ils changent pas, on peut pas changer» parce que c'est faux et j'aime bien passer par les neurosciences parce qu'à travers les neurosciences, c'est une capacité de notre cerveau qui est la plasticité qui permet justement cette plasticité, elle nous permet en tant qu'être humain de toujours nous adapter et c'est grâce à cette adaptation qu'on peut changer les choses. Donc c'est vraiment important d'y croire et de penser qu'on n'est pas figé et qu'on peut mettre en place certaines choses. Quand on parle de plasticité, il y a peut-être des gens pour qui le terme est extrêmement clair parce qu'ils ont peut-être lu sur la neuroscience ou le cerveau. Puis il y a peut-être des gens qui se disent: «Plastique, plasticine, qu'est-ce que ça veut dire?» Tu, peux me parler un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est cette plasticité qu'on a dans le cerveau? Alors la plasticité, en fait, pour faire simple, c'est la capacité de s'adapter. En fait, notre cerveau, il a des millions des milliards de neurones, il fonctionne en réseau et alors je vais faire un parallèle parce que ça tombe bien, on est en plein dans les JO, hein, de Ouais. 2024, Paris et moi, j'aime bien dire que notre cerveau, c'est comme un entraîneur et puis il va chercher les meilleures équipes possibles pour faire ce qu'il a à faire et ça crée des réseaux. Mais comme toute équipe, il a la possibilité de changer les joueurs, de les faire s'entraîner ou pas et c'est ça cette plasticité, c'est cette capacité de modifier ses équipes, en fait. Wow! J'aime bien l'image, la capacité de modifier ses équipes. Nous, on a la perception, nous, en tant qu'humains, nous, peut-être, n'inclut pas la personne qui m'écoute en ce moment, mais des fois, on pense que les joueurs qui composent notre équipe, ils sont inchangeables. C'est peut-être les croyances, c'est les Ouais. traumas, c'est ce qui s'est produit dans notre vie et on est convaincu que ça ne change pas. Donc, à même la science, on a été en mesure de prouver que tout était changeable, c'est ça? Alors j'irai pas jusqu'à tout, mais en tout cas quand même, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, notre cerveau, il aime aussi 2 choses. Il aime beaucoup, économiser son énergie parce qu'il a plein de choses à faire et il aime aussi beaucoup l'efficacité. Donc tout ce qui est croyance, automatisme et tout ça, c'est des choses qu'on a accumulées au fur et à mesure des années et le cerveau, il va aller à chaque fois là-dessus parce qu'il connaît. Mais ça, en fait, pour moi, c'est pas notre véritable nous, c'est pas nous-mêmes, c'est tout ce qu'on s'est mis, tout ce qu'on s'est accroché, les étiquettes, nos fausses croyances que tu disais. Mais ça peut tout à fait s'enlever et ça peut s'enlever parce que notre cerveau, il peut modifier ses équipes.
Est-ce que tu as toujours été intéressée par, le cerveau, ses équipes et ce qui était à Oui. modifier? Alors oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait mes études, la première fois où j'ai rencontré les neurosciences, bah, c'est là où je suis totalement tombée amoureuse de ça et puis je trouvais que c'était, je pense que ça fait partie aussi de qui je suis. Ça a toujours été très important de comprendre comment on fonctionnait en tant qu'être humain. Que ça soit la psychologie, les neurosciences, tout en fait, les relations vraiment j'ai été passionnée et puis j'ai été depuis, un peu comme, Obélix qui tombe dans la potion magique. Bah, Ouais. c'était ça moi les neurosciences, c'est ça en fait. C'est Et arrivé quand dans ta vie, les neurosciences? j'ai fait un parcours en fait dans mes études de psychologie et j'avais option neurosciences Mais tu et étais en médecine à la base, c'est ça? non, 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 psychologie. Vraiment, psychologie, OK. ouais, j'étais Oui. partie dans la psychologie, puis il y avait cette option neurosciences et puis quand j'ai commencé à faire des cours et j'ai eu une prof qui parlait de la plasticité du cerveau et j'ai fait: «Waouh!» Et après j'ai eu la chance d'être dans le laboratoire de recherche qui travaillait sur la plasticité des neurones. Puis ça m'a toujours suivie, en fait. Oui. Est-ce que toi-même, tu as joué avec ces outils-là pour te transformer? Parce que des fois, on y goûte avant de vouloir peut-être, devenir, consultante ou de plonger, d'embrasser complètement cette modalité-là. Oui et c'est même pour ça qu'en fait, je suis devenue consultante et paradoxalement, j'y ai goûté, mais très tardivement parce que cette plasticité, en fait, tous les comportements, les réactions que j'aimais pas en moi, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à me dire: «Non, mais à un moment donné, je sais comment ça fonctionne, le cerveau, je vois un peu mes situations de vie, qu'est-ce que je peux mettre en place comme outil pour que ça soit en adéquation?» Parce qu'on est quand même enfin, personnellement et je pense qu'on est nombreux quand même là-dessus, où on est dans un rythme de vie qui nous amène quand même beaucoup de stress. On est tout le temps en train de courir à droite et à gauche et en fait, tous les comportements de colère, d'énervement, de stress, de peur et ben, c'est comme ça que je les ai transformés. Où je me suis dit: «Là, je peux poser des choses et je sais que mon cerveau, il a cette capacité-là. Donc à moi de me faire confiance aussi» et ça, c'est un point très, très important. Puis à quel moment tu choisis de te faire confiance? Est-ce que tu as un déclic? Est-ce qu'il y a un moment où le corps lâche, où le cerveau lâche, l'esprit, où il y a quelque chose au niveau de ta famille où tu dis: «Là, c'est le temps ou jamais» de transformer peut-être, ce schème de pensée? Oui, moi dans mes interventions, je parle toujours du cerveau, des émotions et du corps comme un trio indissociable et souvent quand on est que dans le cerveau, qu'on n'écoute pas vraiment les émotions, c'est le corps qui va lâcher et moi, mon corps, il a lâché, en fait. Il a lâché à plusieurs reprises et ça a été plus de la survie où je me suis dit: «Non mais là, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas continuer comme ça». Le fait de devenir maman aussi, parce que là, je ne voulais pas encore plus continuer comme ça et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit, «J'ai plus le choix» et en fait, je crois que c'est faux. Alors je vais dire quelque chose que je dis pas généralement, mais je dis souvent que j'ai pas eu le choix et en fait, c'est faux parce que j'ai pris ce choix-là. Donc là, j'ai accepté de me faire confiance et j'ai accepté de commencer à m'aimer Eh, et ça, c'est la base, ouais. la base. Tu sais, quand tu dis, «J'avais pas le choix», en anglais, j'aime le mot choiceless, dans le sens où c'est rendu le seul choix qui est devant nous. Oui, Il oui. y en a peut-être d'autres, là, mais il est tellement, il brille tellement de mille feux où c'est comme il est surligné avec de multiples C'est ça. marqueurs, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est là que tu es. Oui, oui, oui et puis en plus quand tu es là-dessus, j'aime beaucoup ce terme aussi alors, quand tu es là-dessus, tout devient tellement clair, Ouais. c'est fluide et puis il y a plein de choses qui s'enchaînent et c'est pour ça aussi que je dis qu'on peut toujours se transformer parce qu'on le sent. C'est pas facile, hein, mais on sent que quand on est sur la bonne voie et ben, ça s'aligne. Ouais. Et est-ce que dans ton parcours, personnel qui, s'est décliné là avec, peut-être une nouvelle passion qui est, les neurosciences émotionnelles, est-ce que de revendiquer le droit d'être heureuse, revendiquer le droit d'être Totalement. brillante, lumineuse, ça fait partie aussi du processus? Oui, 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 totalement. Moi, je suis partie dans le principe où je voulais plus faire les choses à cause de mes peurs. Que quand je faisais quelque chose, c'était pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais envie de ça et parce que j'avais envie d'être heureuse, oui et
j'allais dire, j'ai quand même eu la chance aussi de naître dans une famille qui avait toujours le sourire, même s'il y avait des épreuves et ça, c'est vrai, mais même si on n'est pas né dans une famille où il y a toujours le sourire, c'est possible d'aller le chercher parce que de toute façon, son sourire, il y a que nous qui pouvons nous le donner à nous-mêmes. C'est pas très Mmh. français ma phrase, mais Non, mais ce c'est que je veux très dire, clair quand même, ouais, ouais. si tu as des gens autour de toi qui t'apportent plein de bonheur, si toi tu te l'accordes pas et je pense que oui, on a à revendiquer notre bonheur et à être heureux. Je vois pas pourquoi on pourrait pas être heureux, en fait. Ouais. Quand on parle de neurosciences émotionnelles, est-ce que tu peux me faire le lien entre les 2? Alors déjà ça, c'est 2 mots que j'ai mis ensemble moi, hein. OK, nice! Parce que, je voulais c'est aussi, comme avec le «titre» entre guillemets, c'est je voudrais que ça soit un peu clair. C'est sûr que je vais parler des neurosciences, du cerveau, mais pour moi, le terme émotion était vraiment important parce que nos émotions, elles sont pas encore assez présentes alors qu'elles font partie de nous en tant qu'être humain et pour moi, une émotion, elle est vraiment là pour te guider. OK, là, si j'ai de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que je peux aller tourner autour de ça pour voir et pour, transformer ça? Si j'ai de la joie, ben oui, la joie, ben, je peux bien la savourer. Donc c'est vraiment revenir aux émotions et dans mes interventions, j'essaye d'axer là-dessus et de faire confiance aux émotions, même si des fois elles sont pas agréables et qu'on n'aime pas ça. Mais, ça veut pas dire qu'elles vont pas nous permettre d'évoluer et de transformer. Ouais. Tu sais, quand j'ai la chance d'échanger comme ça sur des sujets aussi, impressionnants, fascinants, avec des invités comme toi, Stéphanie, aussi extraordinaire, j'aime ça aussi être un petit peu plus précise sur ou en apprendre davantage sur le processus de transformation. Fait que toi, tu m'as dit qu'il y avait eu quelques impacts sur ton corps et il y avait la naissance de ton enfant, ton premier enfant ou tes enfants, où il y a eu, un changement de pensée. Est-ce qu'au niveau du corps, il y a eu quelque chose aussi, un déclencheur qui t'a peut-être obligé ou forcé ou qui t'a amené dans le coin? Moi, si je prends j'imagine le joueur de hockey qui se fait rentrer dans le coin. Exact. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été aussi obligatoire, un passage en tout cas, un rituel de passage, j'aime mieux l'amener comme ça, qui t'a poussé à te transformer? Oui, alors il y a, j'ai eu une maladie qui m'a poussée à m'arrêter en fait, à me poser un petit peu. Mais je crois que ça suffisait pas et je pense que la vie des fois elle aime bien remettre des petits trucs quand, on n'a pas bien et j'ai eu aussi une rupture de la rétine qui a fait que de mon œil gauche en fait, je vois pas très bien dans au centre et tout ça je me suis dit: «En fait mon corps il est en train de me parler et je l'écoute pas assez encore». Et je me suis rendu compte que j'étais tout le temps tendue. Donc ça a été, je dirais même le premier passage avant d'aller sur un peu tout ce qui est, pensée, ça a été le corps de le détendre avec de la respiration, avec de la méditation, avec des choses comme ça. Et ça a été vraiment c'est pour ça que j'aime bien ce trio cerveau, émotion, corps parce que je suis passée justement par le corps pour venir relâcher les émotions et aller, un peu sur le cerveau. Mais le corps, je pense que c'est lui qui m'a fait le plus grand déclic. Ouais. Parce que j'aime pas être malade en plus. Il y a personne qui aime pas être malade, C'est mais il y a ça. pas tant de personnes qui osent se poser des questions. Quand tu as une rupture de la rétine, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou quand ou comment vas-tu chercher peut-être ces questions-là ou cette nouvelle vision Oui, pour oui, voir la vie autrement? Tu sais, qu'est-ce qui c'est tellement imagé en plus, qu'est-ce qui t'est oui, arrivé? complètement, complètement. Hem, je dirais qu'en fait, ça m'a permis de me dire: «OK, là, tu reviens dans le moment présent et si tu fais rien, bah, ça va être de pire en pire». Donc, est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? Et puis je me suis dit: «Non, en fait, j'ai envie d'être heureuse, j'ai droit à être heureuse, j'ai envie que» alors c'est vrai que la motivation aussi par rapport à ma fille, elle était importante parce que j'avais aussi, envie de lui transmettre quelque chose. Qu'on peut se battre pour être heureux, qu'on peut se battre pour faire ce qu'on a envie de faire et qu'on peut se battre parce qu'on n'est pas dans les cases, les bonnes cases et que c'est pas grave en fait. Et que tout ça surtout que tout ça, ça soit plus un combat, que ça soit juste une réalité des choses et que j'ai envie de faire ça, je le fais. Ça me fait du bien et après je fais du bien aux gens aussi quand je suis bien. Mmh. Donc Tu as c'est ça. ouais, tu as été aux études très longtemps. Oui. En fait, tu as une base, tu as un doctorat en neurosciences, est-ce que c'est C'est bien ça? ça. Oui, oui, oui. J'ai eu un doctorat en neurosciences et je suis même allée faire 3 ans de stage post-doctoral à Montréal. Ah oui? Oui, Tu étais oui, où à Montréal? à l'université de Montréal. Qu'est-ce qui t'intéressait tant à pousser cette recherche-là, puis ces études-là?
La curiosité, je Ouais, pense et puis c'était vraiment je pense que je peux dire que c'est une passion, les neurosciences. Le cerveau, l'être humain, c'est tellement formidable, et et puis il y a autre chose, parce que c'est pas possible que ça soit aussi formidable, aussi précis, aussi magnifique. Donc j'avais envie de comprendre, je crois que c'est voilà, de la curiosité de comprendre. Comprendre et comprendre aussi comment on peut mettre des choses en place pour que bah, pour aller mieux, pour que tout le monde aille mieux, en fait. Pour que j'aille mieux, pour que les gens autour de moi aillent mieux, pour qu'il y ait des petites choses parce que je vois pas pourquoi sur la terre, on serait que dans le désespoir et dans le malheur et que, presque des fois le mot bonheur, si je suis heureux, on n'a pas le droit de le dire et c'est pas normal. ouais. C'est pas normal. Est-ce que donc pendant toutes ces longues années d'études, donc 7 ans pour te rendre, au, doctorat en neurosciences, plus ces 3 années, ici à Montréal, est-ce que quand on parle de neurosciences, on va aussi un peu dans l'invisible? On Non, va dans pas en recherche scientifique. non, pas OK, ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai peut-être mal compris, j'ai comme: «What? Y a-tu quelque chose de plus que j'ai pas entendu?» Non, Toi, non, tu as non. rajouté ça avec l'émotionnel, c'est ça? Bah, j'ai rajouté ça avec mes expériences, en fait, avec Ah, ce que je ah. pouvais ressentir, avec plein de choses. Plus en fait, oui, je fais un mélange de tout dans ce que je propose maintenant, c'est vraiment ça, le côté scientifique et c'est comme si ça faisait un pont. Tu vois, le côté scientifique, OK, on a ces bases physiologiques, OK, ça fonctionne comme ça, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut sentir. Mmh Donc mh. comment je peux mettre en place tout ça pour, et je pense que quand on enlève, tu sais, toutes ces étiquettes que je te disais tout à l'heure et ben ça permet justement de faire du calme et de percevoir encore mieux. Donc c'est, Et comment voilà. on fait pour les enlever ces étiquettes-là, de ton point de vue de scientifique, de doctorante? On en parle souvent de différentes façons, comment enlever ces étiquettes, mais je serais vraiment très curieuse et intéressée de savoir, toi, comment tu les enlèves ou qu'est-ce que tu peux nous proposer pour qu'on en enlève encore? Alors, moi, ce que je proposerais déjà, c'est d'être bien clair déjà soi-même avec qu'est-ce que j'ai envie d'enlever? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce que j'ai envie de où j'ai envie d'aller? Quelles sont les réactions? Si je te prends, donc mon exemple personnel, j'avais une problématique sur le stress et sur la colère où j'explosais et donc si je prends juste la colère, moi, j'avais plus envie d'avoir des réactions colériques. Et donc ça, et ben, si je reprends toujours mon trio magique cerveau, émotion, corps, je me suis dit: «OK, là déjà je vais détendre mon corps» parce que je sais qu'au niveau du stress, si, j'aime bien prendre, l'image d'un verre, si j'ai mon stress qui est bien, bien, bien élevé avec, qui est bien monté dans le verre il va déborder et pour un rien. Donc déjà la première des choses, c'est de diminuer mon stress Mmh et mh. donc de vivre autrement mes débuts de journée. Ça passe par la respiration pour moi, parce que ça va vraiment détendre mon corps et puis dans les intentions, les pensées, c'est important parce que les pensées, c'est quand même des équipes de neurones qui jouent ensemble. Donc je pense que c'est surtout ce travail-là, en fait. Parce que les pensées qu'on peut avoir, elles peuvent être ça peut être juste des automatismes, des choses qui sont donc, les fausses croyances, mais tout ce on réagit comme ça et de changer ces équipes-là, bah, ça prend du temps. Et de savoir par contre qu'on peut le changer. Mais si je continue sur ce parallèle d'équipe, Ouais. c'est je dis souvent, c'est que, le cerveau, il a l'habitude de jouer avec une équipe et là, je suis en train de lui demander, bah, si je mets un peu de respiration, de jouer avec une autre équipe. Mais celle-là, elle vient juste de se former, donc elle sait pas très bien jouer, donc le cerveau, il va avoir tendance à revenir sur son ancienne équipe avec ses habitudes, ses réactions, ses comportements et des fois, on peut penser: «Mais moi, j'arriverai jamais à changer». Et c'est juste que déjà, on se laisse pas le temps et on laisse pas le temps à notre cerveau et on se met des jugements et donc ça, les jugements, bah, c'est des pensées encore une fois qui sont en train de s'activer. C'est comme, puisque tu parles de sport puis de jeux olympiques, puis, je suis complètement fan, moi, de tout ce qui est, olympique et sport, autre que le baseball puis le hockey, là. C'est comme si on avait toujours le même 6 partants sur le parquet. Tu sais, au Oui, basketball, ou peu oui, importe le sport, on met toujours les 6 mêmes joueurs oui, parce que c'est oui, supposé être les meilleurs. Ils le sont, ou ils sont les plus habitués. Mais là, c'est le temps de commencer à rentrer d'autres personnes sur notre 6 complètement. partants, d'autres émotions, d'autres pensées. Oui et de voir qu'on peut que petit à petit c'est pour ça, moi, j'aime bien prendre le parallèle avec les sportifs parce que déjà notre cerveau, pour moi, c'est comme, bah, il faut l'entraîner et on voit bien si on veut courir, si on veut faire du sport, bah, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on s'entraîne. Si on veut changer nos habitudes, si on veut, ne plus être dans des émotions trop fortes ou avoir des stress trop importants, bah, il faut s'entraîner et s'entraîner. On peut pas le faire en 2 jours. Non.
Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut trouver aussi ce qui nous correspond à nous. Puis juste, tu sais, quand tu parlais de relâcher la colère, par exemple, qui est un exemple hyper clair, parfois, juste aller voir, mais qu'est-ce que je suis prête à relâcher, puis qu'est-ce que je veux changer, ça peut être aussi, un jeu fort intéressant parce qu'on est tellement sur le pilote automatique que même qu'est-ce qu'on ne veut plus, Oui, on le voit presque pas. oui. Possible aussi. Des fois, c'est: «Ah oui, je Oui, suis tellement sur le pilote automatique que je sais même pas qu'est-ce que je fais automatiquement». oui, mais je pense que ça, on peut commencer à le voir déjà quand on détend un peu notre corps. Déjà, je pense que c'est la première des bases de détendre, que notre corps, il soit pas trop parce que notre corps, il envoie plein d'informations. Si on a un corps tendu, tout le temps tendu, on va être quand même dans cette émotion qui peut aller très vite dans l'émotion de colère. Après, c'est se poser la question, parce que si tu te poses pas la question, moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit: «Mais vraiment, pourquoi je me mets en colère? Est-ce que la situation que je suis en train de vivre, c'est vraiment ça qui me met en colère?» Et je me suis au fur et à mesure, c'est ça qui est chouette, parce qu'au fur et à mesure, je me suis dit: «Ah mais non, c'est pas du tout ça. Ah mais c'est que ça me rappelle quelque chose», ou bien c'est et à partir de là, je vais avoir plus d'impact parce que je vais vraiment m'intéresser au réel problème. Et je pense que souvent dans nos vies, notre situation qu'on est en train de vivre, on réagit pas aux situations qu'on est en train de vivre. On est en train de réagir à du passé, à plein de choses, mais pas du tout au moment présent. D'où Ça l'importance. Ah ouais! Ça, c'est on pourrait, je pense, faire 1 heure juste là-dessus, puis on va juste le revisiter, Stéphanie, pour être sûr que les gens qui sont à l'écoute nous entendent t'entendent bien là-dessus. Quand on réagit à quelque chose, on ne réagit pas nécessairement à ce qui se présente à l'instant précis devant nous. Si, nous, en québécois, on va dire: «Pète une coche». En Oui, français, en France, c'est quoi? Est-ce que c'est péter une coche aussi? c'est, on va dire plutôt, j'ai pété un boulon, c'est plus OK. le boulon. C'est ça. Alors, quand il y a quelque chose qui pète, peu importe le boulon ou Oui. la coche, c'est pas en lien avec l'événement, c'est que ça réveille quelque chose. Oui, parce qu'en fait, notre cerveau, il a une mission principale quand même dans son entièreté, c'est la survie de l'espèce. Et il va voir tout ce qui peut nous mettre en danger ou en insécurité. Il fait plein de choses d'une manière inconsciente. Donc, si la situation, elle va me rappeler quelque chose où j'ai été en insécurité, ou, hop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste m'amener l'émotion pour me dire: attention, dans le passé, tu as été en insécurité là. Et tu peux déclencher une émotion de colère qui a rien à voir avec la situation. Alors, la question que les gens pourraient se poser à partir de maintenant, quand il y a cette espèce de pip énergie qui remonte, puis la boucane qui sort par les oreilles, qu'est-ce qu'on peut faire? Respirer, détendre le corps et quoi d'autre? Ou dans quel ordre ou désordre? Alors, il y a aussi un petit truc que je vais rajouter quand même, Oui, parce que notre cerveau, il a un mécanisme de survie, mais qui nous avantage pas du tout. C'est que OK. quand l'émotion, elle est trop forte ou quand il y a une accumulation d'émotions, en fait, il pète un coche, c'est ça? Ouais. C'est ça? Et il va complètement couper l'accès à notre cerveau qui raisonne et qui réfléchit, et ça va être que l'émotionnel. Et dans ces cas-là, il faut laisser redescendre l'émotionnel parce qu'on n'a plus la main. On le voit bien des fois quand on se met en colère, on sent bien que c'est comme si on avait un deuxième cerveau et on réfléchit en disant: «Mais je veux pas réagir comme ça», et puis je réagis comme ça. Et ça, c'est un mécanisme de protection. Donc déjà de le savoir, je trouve que c'est pas mal parce qu'on peut se dire: «OK, ça maintenant, comment je peux faire pour pas atteindre ça?» Donc effectivement, sur le moment, c'est de sentir au fur et à mesure. Si tu veux, moi, sur la colère, avant, j'explosais, mais je sentais ma colère d'un coup dans ma tête et j'explosais. En ayant mis, des exercices de respiration, donc c'est assez régulier parce que sinon ça se met pas en place, de méditation et tout ça, et d'essayer d'écouter mon corps de plus en plus, je sentais la colère qui montait au fur et à mesure, de mon torse et qui remontait. Et donc ça voulait dire qu'à un moment donné, j'avais du temps pour mettre en place d'autres choses. Tu vois? C'était pas juste: «J'ai l'émotion, je la sens et j'explose», c'était: «Oh tiens, je commence à être en colère. Oh là là, je sens que ça commence à monter. Qu'est-ce que je peux faire?» Et la première des choses, vraiment pour moi, ce qui m'a aidée, c'est de me poser encore une fois cette question: «Qu'est-ce qui me met en colère?» Et personnellement, moi, c'était surtout des émotions de peur qui étaient cachées derrière les émotions de colère. Donc là, je me disais: «Qu'est-ce qui me fait peur?» Et si je prends l'exemple de ma fille, quand je m'énervais après elle et que j'ai commencé à mettre en place ça, à 99,9% du temps, c'était: «Qu'est-ce qui me fait peur?» Il y avait quelque chose qui me faisait peur pour elle, et ça avait aucun rapport avec la situation. Mmh mh. Je pense que c'est se poser des questions, en fait, et c'est en plusieurs temps, on peut tout mélanger, mais il faut trouver, encore une fois, je vais pas être quelqu'un qui va te dire: «Vous devez faire ça»,
ça et ça va marcher parce qu'on Ouais, est tous différents. ouais. Moi, ça a marché, ce qui a marché, c'est la méditation et après j'ai pu mettre de la respiration en place. Peut-être que des gens, ça va pas être ça. Donc c'est vraiment trouver qu'est-ce qui peut détendre son corps, qu'est-ce qui peut faire qu'il peut écouter ses émotions et quelle pensée, quelle phrase il peut se dire quand il sait qu'il va être dans un moment. Alors faut savoir un petit peu parce que quand je sentais que je me disais: «OK là, qu'est-ce que je dois me dire? Pourquoi je suis comme ça?» Donc c'est préparer peut-être des phrases en avance pour sur le moment voulu, tu vois, de se dire: «OK, je sors ma boîte à outils, qu'est-ce que je peux sortir là-dessus?» C'est tellement intéressant, c'est comme si c'était un plan de match. Oui, C'est oui, tu sais, puisqu'on est encore dans oui, l'ère du sport puis des alors oui. olympiques, c'est un plan de match. Donc si mon adversaire qui, en l'occurrence, en ce moment, c'est mes pensées ou moi-même avec Oui, moi-même, agit comme ça, qu'est-ce que je peux expérimenter? oui, Qu'est-ce que je pourrais tester? Respirer en premier, méditer, quelle phrase je peux me dire? Je trouve ça tellement chouette dans la notion d'entraînement comme tu le partageais, Stéphanie, c'est mettre en place un plan d'attaque ou ça, c'est juste pour le lien du sport, je veux pas attaquer personne, mais un plan de match. oui, oui. Oui, parce que, je pense qu'on n'est pas assez fort vis-à-vis de notre cerveau quand il déclenche la survie de l'espèce. Donc si on n'a pas préparé en amont et des fois, je me souviens que j'avais préparé, je m'étais entraînée à respirer, je faisais de la méditation un petit peu et puis je continuais à exploser. Ouais. Et j'étais là, je me disais: «Mais tu es nulle, c'est pas possible, tu sais comment ça fonctionne, tu sais quoi mettre en place, ça fonctionne pas». Et à partir du moment où je me suis dit: «OK, tu es pas nulle, tu es juste en train d'essayer autre chose, tu es juste en train de t'entraîner, donc c'est normal de pas y arriver tout de suite». Et là, et ben, c'est cet amour de soi et pour moi, l'amour de soi, quand tu commences à l'enclencher et ben, ça fait tout de suite plus facile. C'est plus fluide, c'est plus alors que si je commence à mettre des pensées en disant: «Mais je suis nulle, j'y arriverai pas, tu comprends rien» et tout ça, mais tu te rends compte le poids, les équipes qui viennent jouer, ça après on a des joueurs très agressifs là, vis-à-vis de soi-même et on peut pas mettre en place des choses. Ouais, on est juste en train de s'entraîner. C'est tellement doux et bienveillant. Puis je pense que la bienveillance fait aussi beaucoup partie Oui, du processus totalement. offres que tu t'offres à toi-même d'abord et que tu Oui, offres à aux gens que tu accompagnes. oui, complètement et je dirais même qu'en fait je commence pas par ça. Mais je finis toujours par ça parce qu'en fait, c'est la base. Je dirais même avant toute autre chose, s'il y avait juste un outil, hein, si on est dans les trucs, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi. Parce que à partir de là, ça peut être que des cercles virtueux. Parce qu'on va plus se dire qu'il faut à tout prix que je réussisse ça, il faut à tout prix que je me montre comme ça, il faut à tout prix qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça doit fonctionner. Parce que c'est pas vrai. Et la bienveillance, ça va créer de l'amour de soi et quand on commence à s'aimer aussi un peu plus et ben, on s'habitue à ça Mmh et mh. s'aimer, c'est s'aimer dans sa totalité. Moi, il y a des choses j'ai des défauts que j'aime pas, j'ai des réactions que j'aime pas, mais à partir du moment où j'ai plus mis de jugement et j'ai mis un constat et c'est ça, en fait, moi, j'ai envie d'amener les gens à se dire: «OK, on dit pas que vous allez être parfait, que tout va fonctionner, c'est juste le constat. OK, là, c'est pas ce que je voulais. Comment je peux aller pour aller» et c'est oui, la bienveillance, c'est l'amour de soi, Mmh. Quand quelqu'un se totalement. présente devant toi, est-ce que tu fais de l'accompagnement privé? Ou Aussi, ouais, aussi. De ouais, groupe ou privé, c'est ça les oui. 2? Groupe, privé, conférence, en fait, j'ai toujours le truc d'expliquer un peu les neurosciences et comment mettre en rapport avec la vie, donc ça C'est toute formule. il n'y a pas une formule meilleure que l'autre. Quand quelqu'un arrive avec toi, est-ce que tu peux nous partager, par exemple, un exemple, d'une personne ou d'une situation où tu as accompagné quelqu'un et il y a eu cette transformation? Quelle était la base, peut-être, l'élément déclencheur et où est-ce que tu peux l'amener? Hem, alors, je peux l'amener je vais juste revenir là-dessus, en fait. Oui. Je peux l'amener où elle a envie d'aller, en fait, elle. C'est elle qui s'amène. Ce qu'il y a, c'est vraiment important parce que, hem, ce que je vais proposer, c'est partager donc ses connaissances sur comment on fonctionne et la personne après elle se dit: «OK, moi je fonctionne comme ça, mon cerveau il a cette fameuse plasticité». Donc ça veut dire que je suis capable de modifier certaines choses. Après, qu'est-ce que je vais mettre en place pour modifier ça? Si je prends l'exemple, j'avais eu une avocate qui avait peur de parler, enfin qui était pas à l'aise et puis la prise de parole, c'est quelque chose quand même qui est assez, qui est pas Commun? forcément évident.
Oui, puis c'est commun, c'est une des grandes peurs. Je Oui, pense que c'est la peur de complè mourir en c'est premier, ça. la peur de parler en public en C'est deuxième. ça, complètement et en plus, je m'appuie beaucoup sur mon expérience parce que je détestais parler en public et je ne fais que ça maintenant et j'ai plus du tout de stress par rapport à ça donc c'est vraiment expliquer qu'à à un moment donné, cette peur de parler en public, c'est aussi par rapport à soi. Qu'est-ce que je pense de moi, mon image, moi et une fois qu'on se détache de cette image-là, c'est comment faire pour se détacher là-dessus? Donc je vais partir de comment fonctionne le cerveau. Cette plasticité, de savoir le cerveau, émotion, corps, je fais toujours ce trio-là. Qu'est-ce que je peux mettre en tant qu'outil dans mon cerveau? C'est-à-dire quelles sont mes pensées? Par exemple, quand je dois parler devant des gens, qu'est-ce que je peux mettre pour me mettre en confiance? Ça peut être tout simplement: «OK, j'ai bien préparé ce que je devais dire, donc je vais faire de mon mieux». Cette phrase, ça peut paraître un peu simple, mais c'est totalement différent d'une phrase dans sa tête où on se dit: «Je vais pas y arriver, je vais être encore nul». Ça a pas du tout le même effet sur notre cerveau et sur les informations qu'il est en train de prendre. Après sur les émotions, eh bien, OK, j'ai peur. Eh bien, c'est accepter cette émotion-là. C'est normal d'avoir peur et puis avoir peur, ça fait augmenter notre stress qui aussi, beh, a des bons côtés parce que ça va augmenter mon attention, ma concentration. Donc ça va être, je vais mettre un outil là, un outil sur les émotions et le corps, bah, par exemple, quelle respiration je peux mettre en place avant mes prises de parole? Donc à chaque fois, c'est ça. On part d'une partie sur ça fonctionne comme ça et vous, qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place comme outil? Et après, il y a un deuxième temps, généralement 3 semaines, un mois après. Alors, ça a donné quoi? Ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, c'est pas: «Ah, ça fonctionne pas!» Non, c'est normal, on teste autre chose, puis de toute façon, il faut du temps et j'ai pas des accompagnements qui sont très longs parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la personne, elle puisse avoir q des outils en main qui lui correspondent, qu'elle ait bien compris comment ça fonctionnait dans sa tête et qu'elle apprenne à s'aimer Mmh mh. petit à petit, petit à petit. Je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis: «On revient après avec, la personne, notre invité ou notre cliente, à savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas Oui. fonctionné» et là-dedans, il y a jamais de bon ou de mauvais. Non, non, parce que, ce qui fonctionne pas, de toute façon, ça nous permet d'aller plus loin sur autre chose, de tester autre chose et ce qui fonctionne pas, on est quand même dans un inconfort. Ça aussi, c'est accepter aussi que pendant ces périodes-là de transition, ça va pas être forcément agréable. Mais de toute façon, si on fait rien, on va continuer à avoir les mêmes réactions qu'on n'aime pas. Donc Exact. c'est accepter qu'on va être dans des transitions, ça va pas être agréable, mais on pose des choses en place Ouais. et que ça soit bien ou pas et là pour le coup en science, il y a toutes les erreurs, enfin il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont permis l'évolution. N on c'est nos erreurs ce sont nos erreurs qui nous permettent d'apprendre et de progresser encore mieux. Sauf qu'on n'aime pas Oui! ça. Tu sais, même en business ou peu importe, il y a des fois des questions, de gens avec qui j'ai travaillé, c'est comme: «Comment tu as fait pour te rendre là?» Je suis comme: «Non, non, 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 c'est pas ça la question. C'est que veux-tu que je te partage le nombre d'erreurs, mais qui ne Ouais. sont pas des erreurs?» On va utiliser le mot erreur pour Oui, alléger la conversation, mais quels sont tous les apprentissages où j'ai pas eu le résultat optimal, qui c'est m'a ça. amené au résultat optimal? Oui, complètement. Mais moi, le mot erreur, de toute façon, je le dis à chaque fois, c'est un mot que j'emploie pas parce que pour Oui. moi, il y a pas d'erreur. Il y a des expériences qui peuvent être très désagréables, ça c'est sûr. Mais ça nous permet peut-être que cette expérience désagréable, c'est elle qui va nous permettre à un moment donné de plus être dans la colère, de plus être dans cette réactivité. Donc C'est ça. c'est vraiment important. Ouais, puis tu as dit un mot, aussi super important au début de notre conversation, tu as dit: «La patience». Ouais. Sans la patience, il y a pas beaucoup de création, il y a pas beaucoup d'évolution, il y a pas beaucoup de Oui, mais transformation. Oui, mais la patience, pour moi qui aime bien aussi qu'il y ait des résultats qui arrivent, Oui, hein, oui, oui, c'est ça c'est chouette, sûr. mais ça m'a permis d'être de plus en plus sur le moment présent et c'est comme ça que j'arrive à gagner en patience. Parce que quand je reviens dans le moment présent, en fait, c'est chouette. C'est Parce quoi? que je vis, je suis vivante et même si, de toute façon, là, je suis toujours en train de continuer à travailler des choses sur moi et tout ça, mais si je m'arrête pas en me disant: «Ah ouais, mais là, il fait beau, le soleil brille», c'est il y a plein de choses, qu'est-ce que je ressens? Et je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps et pour être à l'écoute de mon corps, il faut que je sois dans le moment présent
Et puis au bout d'un moment, je me dis: «Ah bah tiens, je suis plus patiente. Tu vu tout ce que tu as fait par rapport à il y a 2 mois? Tu es plus dans le même état». Et je suis plus du tout dans le même état et les gens ne sont plus dans le même état, forcément. Fait que c'est comme même t'ouvrir une porte intéressante, je trouve. Plus j'expérimente la patience, plus je suis dans le moment présent. Mais on dirait que plus je suis dans le moment présent, tout peut aller aussi beaucoup plus vite, juste parce que je Ouais. suis réceptive à Ouais. tout ce qui est. Oui, totalement, totalement. On va revenir sur ton avocate avec qui tu as travaillé, cette cliente qui est avocate, pas ton avocate, la Non. cliente qui est avocate ou qui vient vers toi pour la prise de parole, où plusieurs personnes doivent certainement pouvoir faire un lien. C'est une situation dangereuse que de prendre la parole, du moins pour le cerveau, une partie du cerveau. Où est-ce que tu as réussi, où a-t-elle réussi à aller dans son propre cheminement avec ton accompagnement? J'irais peut-être sur l'estime de soi. Ouais. Parce qu'en fait, ça passe par là. L'estime de soi, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, eh ben, on a des capacités, on a des qualités, qu'il y a des fois des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place tout de suite, mais ça a aucun rapport avec notre valeur. Donc ça, l'estime de soi, à travers l'estime de soi, parce que c'est encore une fois, c'est pas une question de je vais parler devant les gens, comment je peux avoir l'outil pour mieux parler? Heu, Si j'ai une estime de moi qui commence à être plus enrichie, eh beh, je vais mettre moins d'importance à ça. Donc je vais accorder plus d'importance au message, donc je vais me retirer de moi-même, je vais voir qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et donc tout ça après ça se met en lien et après tu peux être vraiment focalisé sur ton message et tu t'aperçois au bout d'un moment, beh, que tu alors c'est peut-être qu'elle va pas, ne jamais être stressée, mais c'est pas le but. C'est comment moi le but, c'est pas enlever les peurs ou les blocages. Le but, c'est comment je peux continuer à avancer avec ça pour que ça m'empêche pas justement, pour que ça ne me bloque pas et que je puisse continuer à avancer vers où j'ai envie d'avancer. Si j'ai bien capté, il y a un mot qui, a vraiment vibré en moi, c'est comme si l'attention change. On arrête de penser à soi ou: «Ah, je serai pas à la hauteur», puis on dévie vers l'importance du message. Oui, Je pense aux entrepreneurs, aux gens oui, sur le web, aux gens qui ont quelque chose totalement, qui osent pas totalement. encore prendre la parole sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est hyper vibrant et résonnant. Non, non, arrêtez de focaliser sur vous. Oui. Regardez, remarquez, admirez ou la puissance de votre message. Ça et le 2e point sur lequel j'appuie aussi, c'est, parce qu'il y a notre image nous et puis on fait très attention aussi à comment les gens peuvent penser, comment ils vont réagir. Sauf que ça, on n'a pas du tout la main là-dessus, on n'a pas du tout ce contrôle-là et c'est revenir, moi j'appelle ça mon cercle, mon véritable cercle à moi où je peux impacter. Je peux impacter moi, bah, la seule chose où je peux impacter, c'est comment je vais délivrer le message, quelles limites j'ai envie de poser, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Après la personne qui est en dehors, eh beh, elle le prend comme elle en a envie, comme elle peut et je ne peux pas du tout contrôler ça. Et je travaille beaucoup là-dessus aussi, de permettre aux gens à un moment donné de se rendre compte: «OK, là je suis sortie de mon cercle, il faut que je revienne dans mon cercle». Au fur et à mesure où je reviens dans mon cercle, bah, c'est la même chose, beh, j'ai plus que le message en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles ton cercle exactement? Le cercle, c'est son énergie, c'est sa place, c'est son moment présent? Alors, mon cercle, je dis aux gens: «Imaginez que vous avez un cercle par terre et demandez-vous si vous avez vos 2 pieds dans votre cercle» et dans votre cercle, c'est tout ce que vous pouvez vraiment avoir la main dessus, où vous pouvez agir. Tout ce qu'en dehors, on ne peut pas contrôler et le cerveau, il aime pas ça, hein, et ça lui rajoute du stress quand on essaie de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et dans notre cercle, en fait, ça va être, ben, j'ai le choix de qu'est-ce que j'ai envie de dire, des paroles que je vais choisir, de la bienveillance que je vais m'accorder, des limites que je vais poser, du message que je vais poser, en gros. Après tout ce qui est en dehors, là, j'ai plus le choix parce que je peux pas agir et le fait d'être là-dessus, alors j'ai des personnes qui impriment le cercle et qui les mettent sur sur les écrans parce que pour moi, alors 85 du temps où je commençais à me sentir en colère, à peur et tout ça, je me disais: «Est-ce que je suis dans mon cercle?» Non. En fait, j'étais plus dans mon cercle, je voulais que la situation se passe comme ça. Soit autre. Je voulais avoir le contrôle sur la situation. C'est ça, J'avais déjà des projections, des jugements, c'est ça, c'est ça. Reviens moi parce que moi j'aime bien avoir quand même le choix. Je reviens dans mon cercle. Qu'est-ce que je peux faire là? Et ben déjà
je peux peut-être un peu discuter avec ma peur. Je peux peut-être voir quels mots je peux m'adresser vis-à-vis de moi-même et qu'est-ce que je peux communiquer à l'autre. Donc c'est ça ce cercle et j'aime bien c'est de le visualiser comme ça ou est-ce que j'ai mes 2 pieds dans mon cercle? Oh! Juste de le dire, moi, j'ai les cellules qui pétillent puis qui frétillent comme: «Est-ce que je suis dans mon cercle?» Ça inclut la puissance, ça inclut toutes Tout. nos capacités, ça inclut c'est pas un petit point fixe, là, c'est pas un trou noir, le cercle, Non, c'est c'est notre ma puissance. globalité. Ouais! Oui et c'est tout à fait ça Karine, en fait, c'est vraiment ça, c'est notre puissance. Plus on va être dans ce cercle-là, plus on va être puissante, puissant. Dès qu'on va commencer à sortir, là, on perd toute notre puissance. Parce Mmh. qu'on est en train de se raccrocher à des choses où on c'est pas de notre ressort, et puis c'est pas nous et c'est pas à nous de le faire même. Mais si on veut vraiment être dans cette puissance et dans la puissance d'aller vers qui on a envie d'être, aller vers le chemin où on a envie qu'on a envie d'emprunter, mais c'est rester dans son cercle et là, on a un impact en dehors du cercle. Si on est à l'extérieur du cercle, on va pas avoir d'impact. Si on est dans notre cercle, là, on va avoir un impact sur l'extérieur. Et là, tu parles d'extérieur, tu parles de notre cercle. J'ai pris en note et je vais te l'avouer candidement, ça fait quand même un petit bout qu'on a fait la pré-entrevue. Oui. J'ai encerclé ici, tu vois? Mes notes sont un peu brouillons, mais j'ai encerclé quelque chose qui peut peut-être toucher le cercle. C'est marqué «intergénérationnel» et le mal-être des grands-parents. Je me souviens que c'était puissant, j'arrive pas à me rappeler du contexte. Est-ce que tu peux m parce que c'est un peu sur le cercle, Oui. on veut contrôler, d'autres générations, ramène-moi, notre sujet Hem, de conversation, je s'il je te crois plaît. que je crois qu'on avait parlé de ça parce que je t'avais dit que je faisais des conférences et que j'avais fait une conférence auprès des grands-parents par rapport aux petits-enfants et C'est ça. comment interagir avec les émotions. Et ce cercle, c'est tout à fait ça. Si je suis grand-parent ou parent, hein, mais Mmh. on va faire sur l'intergénérationnel, forcément, de toute façon, les enfants, les petits-enfants, il y a plein de choses qu'on va pas comprendre et c'est revenir à son cercle, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Sans essayer que mes petits-enfants ou mes enfants, j'essaie de les changer. Moi, je sais que ma fille, quand j'ai quelques conflits avec elle, elle le sait, hein, mais je vais lui redire quand même, ça va lui faire plaisir. 99,9 du temps, c'est que je suis pas dans mon cercle. C'est qu'en fait, je suis dans son cercle à elle. Je suis dans son cercle à elle, en train d'essayer de mettre en place parce que je veux qu'elle fasse ça, je veux qu'elle dise ça, parce qu'en fait, j'ai envie qu'elle soit en sécurité et la plus heureuse possible. Et les grands-parents, en plus, comme il y a une différence de génération, c'est encore plus marqué. Mais en fait, quand on est dans leur cercle, il y a alors j'allais dire double peine, mais c'est pas très joli comme, c'est que déjà nous, on ne va pas avoir d'impact parce qu'on n'est pas dans notre cercle, mais en plus on est dans leur cercle, donc ça veut dire qu'on les empêche d'être dans leur puissance à eux aussi. D'après moi, il y a des gens qui ont besoin de mouchoirs ou d'essuyer leurs oreilles en ce moment. Est-ce que je suis dans mon cercle ou suis-je dans le cercle de mon enfant en ce moment, à vouloir contrôler son expérience terrestre, comment il pense, comment il vit ça? Oui, oui. Même quand ils sont en colère, en larmes, ben non, pleure pas. Je suis en train d'être dans son cercle, non? Totalement, totalement. Surtout qu'en plus sur les enfants et c'est ça aussi j'aime bien aussi dans l'intergénérationnel là-dessus, c'est d'expliquer comment se développe le cerveau parce que le système émotionnel des enfants, des adolescents, il est quand même très particulier. Le système émotionnel est super puissant. Le système qui réfléchit, qui raisonne, c'est pas encore ça, de C'est pas il est optimal. là. Ouais, il est là, attention, mais des fois en fait, c'est ça, l'entraîneur est encore en train de tester ses équipes. Donc des fois, il a une super équipe, des fois, pas du tout. Mais c'est important de oui, parce qu'en fait, c'est notre peur qui nous contrôle là. Ou bien, quel que soit en fait le rapport qu'on a avec nos enfants, parce que ça peut être notre peur parce qu'on a envie qu'ils soient heureux, notre peur parce qu'on a peur de perdre le contrôle sur eux, n'importe quelle peur. Mais si on a ces 2 cercles bien visuellement, je trouve que c'est plus moi, ça m'a aidé beaucoup Ouais, et je pense que c'est l'outil qui est en termes de retour dont on me parle le plus. ouais. Fait qu'avec les grands-parents, par exemple, est-ce que ça veut dire que, il y a de l'éducation, de l'enseignement ou en tout cas une présentation d'une vision où il faut y avoir plus de tolérance, plus d'ouverture, relâcher ses idées préconçues, comment on travaille avec cette autre génération? En fait, je dirais que c'est encore pareil, c'est travailler aussi avec la bienveillance, mais pour eux-mêmes.
Parce que, quand j'avais fait cette conférence-là, justement, il y en avait beaucoup qui disaient: «Oui, mais si on n'arrive pas» en fait, ils ont peur aussi de pas être à la hauteur. Donc c'est aussi de se dire: «OK, ben, je commence aussi à m'aimer, à avoir de la bienveillance pour moi et de me dire: "Je fais au maximum" et que de toute façon, ce que j'essaie de mettre en place, bah, c'est pour son bien-être». Ça, c'est une première étape et après, c'est se reposer la question: «Est-ce que c'est vraiment sur son bien-être ou c'est parce que j'ai peur moi? Est-ce que je peux revenir dans mon cercle? Est-ce que je suis dans son cercle?» Mais pour moi, à chaque fois, c'est les mêmes étapes. La première étape, c'est l'estime de soi, l'amour de soi et Ah, même pour c'est un peu percutant quand même, non? Hem, je dirais aussi que c'est aussi avoir en tête que c'est normal que ça soit qu'on ait peur, que ça soit des fois douloureux, que ça soit des fois dur, qu'on n'y arrive pas parce que ça fait partie aussi de notre condition en tant qu'être humain, que c'est normal de pas avoir envie que les gens qu'on aime, ils aient mal, ils soient tristes ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi, travailler là-dessus. Suis-je dans mon cercle ou suis-je dans ton cercle? Dans le cercle de qui suis-je en ce moment? Oui. Je retiens ceci et tout cette conversation absolument délicieuse, Stéphanie. Merci Karine. Oh, tous les liens pour rejoindre Stéphanie, bien sûr, sont disponibles dans la description du podcast, que vous soyez sur YouTube ou encore en version audio. N'hésitez pas à aller poser des questions, à aller voir son contenu pour vous permettre, peut-être une fois pour toutes, ou en tout cas d'ouvrir la porte à voir que vous avez toujours la possibilité de vous transformer. C'est toujours possible jusqu'au dernier souffle, non, Stéphanie? Ah, jusqu'au dernier souffle, ça c'est sûr et l'amour est n'a pas de limite non plus. Donc l'amour de soi et la plasticité du cerveau, c'est jusqu'au dernier souffle. Merci tellement, Stéphanie, Merci à d'avoir toi été Karine. impacté le monde. La conversation Merci. était délicieuse et croustillante. Merci, Merci à toi merci, Karine. merci. Et à vous qui nous écoutez, merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager peut-être ce podcast-là. Qui sait? À votre mère, à votre belle-mère, à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère, avec beaucoup de bienveillance. Dis, Nana, est-ce que tu es dans mon cercle ou, ou dans le tien? Qui sait, il va peut-être avoir de meilleures conversations à Noël ou dans la prochaine fête de famille. Merci Stéphanie, encore une fois. Merci Karine. Salut. À tout bientôt tout le monde.